Bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous auditionnons aujourd'hui M. Mathieu Quinquis, président de la section française de l'Observatoire international des prisons, et Mme Prune Missoff, responsable analyse et plaidoyer de cet observatoire. La section française de l'OIP, je suppose qu'on dit comme ça, est une association créée en 1996 qui agit pour le respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux au milieu carcéral, œuvre à l'amélioration des conditions de détention des personnes incarcérées et de manière générale promeut un recours plus limité à l'emprisonnement, via notamment le développement des alternatives à l'incarcération. L'OIP est un acteur majeur et reconnu pour ses analyses du milieu carcéral. C'est à ce titre, évidemment, que nous vous entendons aujourd'hui, afin d'évoquer l'état des prisons françaises, au-delà, évidemment, des événements qui ont donné lieu à la création de notre commission d'enquête parlementaire. Bien entendu, un certain nombre de thèmes que nous aborderons nous ramèneront fatalement à ces événements, tant les faits commis et l'environnement dans lequel ils s'inscrivent sont révélateurs de certaines réalités de la détention. Nous pensons notamment à la prévalence de la violence en milieu carcéral, aux modalités de protection de l'intégrité physique des détenus, à la prise en charge des troubles psychiatriques en prison, ou encore à la gestion des différentes populations carcérales en fonction de leur statut. À cet égard, il est à noter que la section française de l'OIP avait contesté devant le juge administratif l'interdiction de principe faite aux détenus particulièrement signalés de pouvoir être affectés au service général d'une maison d'arrêt. L'association avait obtenu gain de cause devant le Conseil d'État avec la levée en 2015 de cette interdiction absolue. Vous comprenez bien que, vu l'histoire et les trajectoires des personnes concernées, notamment d'Yvan Colonne, cela nous intéresse particulièrement. Au-delà de votre diagnostic sur l'état des prisons et sur les pistes d'amélioration de l'existant, nous souhaiterons connaître les réactions qu'a pu susciter de votre part, évidemment, l'agression mortelle du 2 mars 2022 et les analyses que vous faites du parcours carcéral des deux protagonistes, la victime, Yvan Colonne, l'agresseur, Franck Alongabé, et de leur gestion aussi par les différents acteurs impliqués, à la lumière des faits qui ont pu être révélés à la suite de cet événement, et évidemment, si vous y avez suivi des auditions qui ont eu lieu depuis la naissance de cette commission d'enquête. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame, Monsieur, bienvenue. Vous avez été destinataire de série de questions que je vous ai fait envoyer. Je ne vais pas alourdir les propos introductifs et je vous poserai des questions correspondantes à ces 9 questions que je vous ai envoyées pour peut-être avoir plus de détails, puis on peut rebondir le cas échéant sur les réponses que vous nous apportez. Donc merci en tout cas d'être venu vers nous. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, comme il est d'usage, monsieur Quinquis, madame Missoff, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de chacun votre tour d'activer votre micro, de lever la main droite et de dire « je jure ». Je le jure. Je le jure. Merci. Vous avez la parole pour une dizaine de minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les députés. Effectivement, nous vous remercions pour cette invitation de l'Observatoire international des prisons à contribuer à vos travaux d'enquête que nous avons évidemment suivis attentivement depuis le début. Beaucoup de choses ont déjà été dites. L'OIP est, vous l'avez rappelé, une association créée en 1996 et depuis cette date, nous sommes extrêmement attachés à observer en toute indépendance le fonctionnement des établissements pénitentiaires et à analyser la manière dont la politique pénale et pénitentiaire se déploie au sein des différents établissements pénitentiaires français, mais également envers les personnes suivies en milieu ouvert dans la continuité de leur emprisonnement. Observer, informer, alerter, ce sont en réalité les 3 termes qui caractérisent nos missions que nous essayons de matérialiser dans diverses publications. Vous avez certainement connaissance de notre revue Dedans Dehors, du guide du prisonnier que nous éditons régulièrement, d'actions de plaidoyer institutionnel et interassociatif, mais également de contentieux. Vous en avez évoqué un concernant précisément le répertoire des PS, plusieurs contentieux également concernant les conditions de détention. Avant d'engager les échanges avec vous sur les différentes questions que nous avons reçues et que nous traiterons tout à l'heure, petite précision sur la position d'où nous parlons aujourd'hui, puisque nous n'avons pas reçu, avant ou après les événements du 2 mars 2022, d'informations ou de témoignages de personnes détenues dans la maison centrale d'Arles relatifs aux faits à l'origine de cette commission d'enquête.
Nous n'avons pas plus connaissance des éléments de l'instruction judiciaire qui, sauf erreur, est toujours en cours. Et donc, nous parlons de notre position extérieure à ce dossier précis. Mais je crois que c'est aussi la plus-value de notre intervention ici, c'est d'être extérieur à ce dossier et de porter un regard depuis de nombreuses années sur le fonctionnement des prisons. Votre commission d'enquête a pu s'émouvoir, il n'y a là rien de péjoratif évidemment, des traitements pénitentiaires apportés aux différents acteurs de ce dossier. Et nous ne pensons pas qu'il nous appartient aujourd'hui de juger ou de qualifier les traitements donnés aux uns et aux autres. Nous voulons les replacer dans le contexte général d'une politique pénitentiaire qui, depuis 20-30 ans, s'est incroyablement durcie dans le traitement de certaines catégories pénales, et notamment les personnes écrouées pour des faits de terrorisme. L'objet de notre intervention se situe donc dans le repositionnement d'un paysage global qui intéresse plus de 72 000 personnes détenues et plusieurs milliers de proches, de membres de famille désintéressés. Nous avons pris connaissance d'un certain nombre de points qui ont été abordés dans les différentes auditions de la commission d'enquête. Et nous voulons d'emblée formuler une forme de précaution et vous inviter si vous deviez formuler des recommandations à l'issue de cette commission d'enquête, à être mesuré dans les propositions qui tendraient à rigidifier le fonctionnement de la prison, une institution que nos observations nous permettent de qualifier de dur, mais aussi de décrire un fonctionnement qui appelle des marges. Et ces marges, cette liberté d'appréciation de l'administration pénitentiaire dans certaines situations, nous semble nécessaire pour éviter que tous les régimes de détention se ressemblent et que toutes les personnes détenues soient soumises aux mêmes conditions de détention et aux mêmes conditions d'exécution de peine. Cette marge est nécessaire, mais la détermination de règles, de cadres et de normes clairs, prévisibles, précis, nous apparaît néanmoins impérative. Et sur ce point, nous considérons que le droit manque d'un certain nombre d'éléments dans la détermination des critères et des conditions qui peuvent être mobilisés par l'administration pénitentiaire pour appliquer les régimes de détention qui risque de faire basculer les traitements vers l'arbitraire, c'est-à-dire le discrétionnaire amplifié. En définitive, nous avons une volonté ici qui est d'éclairer vos débats sur le fonctionnement de la prison dans sa globalité, de décrire son fonctionnement et de mettre en lumière les atteintes aux droits des personnes détenues, en rappelant donc ce contexte sécuritaire depuis 20 ou 30 ans, une transformation policière de l'administration pénitentiaire, ça a été consacré par la loi pénitentiaire de 2009, devenue force de sécurité intérieure, une transformation policière qui ne se circonscrit pas uniquement à l'usage de la force, mais qui, en réalité, depuis ces dernières années, appréhende les 4 dynamiques de l'activité policière, à savoir la production et le traitement d'une information, c'est-à-dire le renseignement, la prévention, et la répression des atteintes à l'ordre public, mais également la gestion de crise. Et depuis ces dernières années, l'administration pénitentiaire a complètement investi chacune de ces 4 dimensions. La mise en œuvre du répertoire DPS, qu'on aura certainement l'occasion d'évoquer plus amplement tout à l'heure, mais également le développement des outils de prise en charge de la radicalisation en prison, que Prune Missoff abordera tout de suite, participe de ce mouvement, un mouvement qu'on considère construit en opposition et au détriment des droits et libertés fondamentaux, par un durcissement des conditions de détention, une aggravation de la rigueur des régimes de détention et le déploiement constant d'outils de contrôle et de surveillance qui restreignent drastiquement la liberté des personnes détenues. Alors, en effet, il nous semble que les faits, aussi dramatiques soient-ils, ne doivent absolument pas conduire à durcir la prise en charge des personnes dites radicalisées en prison, parce que cette prise en charge, en fait, est déjà aujourd'hui extrêmement dure, et les faits dont il est question dans cette commission d'enquête ne sont pas représentatifs de la prise en charge générale des personnes dites radicalisées en prison.
Et donc, il serait particulièrement inquiétant à nos yeux que les faits qui sont survenus viennent alimenter un durcissement dans un contexte où finalement, si on regarde le parcours classique d'une personne détenue dite radicalisée en prison, on a un parcours où la réinsertion est complètement balayée par l'optique sécuritaire. Alors, je pourrais revenir peut-être après un peu plus en détail sur ce parcours qui, classiquement, est très restreint en termes d'accompagnement, en termes d'activité. Mais dans tous les cas, le problème principal, c'est que les personnes détenues qui sont là pour des faits liés au terrorisme sont tellement étiquetées qu'elles n'ont absolument pas la possibilité de montrer patte blanche, finalement. Et si elles ont un comportement prosélyte, alors ça veut dire qu'elles sont radicalisées. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'elles mettraient en œuvre la technique de la dissimulation. Quand on les met dans des CAIR ou des QPR, dans des endroits où finalement on les regroupe de fait, si elles se mettent à parler entre elles, ça peut être retenu contre elles. Et donc, quel que soit leur comportement, finalement, elles n'ont pas de porte de sortie. Et ce qui me semble important là-dedans, c'est que finalement, ce qu'on dit à ces personnes, c'est qu'aux yeux de la société, ce sont des personnes qui sont là pour des faits de terrorisme et qui sont et resteront des terroristes en puissance. Ce qui se traduit d'ailleurs aussi par un prolongement, en particulier ces dernières années, d'un régime où on crée la peine après la peine avec des mesures judiciaires administratives qui s'ajoutent à la sortie. Et c'est une problématique qui nous semble particulièrement importante ici, puisque les discussions ont beaucoup tourné autour de la question des CAIR, de la radicalisation, sans peut-être, et c'est là effectivement l'apport qu'on peut avoir, sans remettre en contexte plus généralement les problématiques carcérales. Cet homicide, il a fait partie en 2022 de 8 homicides de personnes détenues par d'autres personnes détenues. Depuis 2018, ils sont au nombre de 14 et ils mettent en lumière des dysfonctionnements qui sont liés à la question de la surpopulation carcérale, évidemment, qui rend la promiscuité toujours plus forte, dans un climat de violence et de tension, avec une grande carence dans la prise en charge des personnes détenues. Et ça soulève des défauts de vigilance qui soulignent en fait en creux l'échec des dispositifs de surveillance qui sont pourtant exorbitants. On est dans une politique pénale et pénitentiaire où on va toujours mettre plus de sécurité, toujours plus de dispositifs de surveillance. On le voit encore là avec le projet de généralisation des caméras piétons en prison. On le voit dans les budgets successifs de l'administration pénitentiaire où la sécurité a toujours une place très importante, voire plus importante finalement que la réinsertion elle-même. Et ce que ça nous montre aussi, c'est que le risque zéro n'existe pas, s'il était encore besoin de le redire, et qu'on pourra multiplier la surveillance et le contrôle tant qu'on ne s'intéressera pas à la problématique de la prise en charge des personnes détenues, on ne pourra pas faire avancer les choses. Et ce que ces cas d'homicide mettent aussi en exergue, ce sont des défauts de prise en charge psychiatrique. Dans le cadre de ces homicides, il a été question d'auteurs dont les propos étaient incohérents, qui avaient un comportement déconcertant, ou des personnes qui entendaient des voix. Dans le cadre de la commission d'enquête, il a été évoqué le fait que M. Longabé était une personne psychiquement complexe. Et finalement, c'est une question qui revient assez peu dans les discussions, cette question de la prise en charge des problèmes psychiatriques en prison, alors que c'est une problématique centrale. Les troubles mentaux sont clairement surreprésentés en prison. On le sait depuis une étude de 2004 qui parlait de 8 détenus sur 10 qui en étaient atteints. Ça a été redit en 2017 où on disait que 70% des personnes détenues qui entraient en détention souffraient d'un trouble psychiatrique au moins.
Ça a été redit très récemment, en février, une étude de l'OMS qui disait que 2 tiers des personnes incarcérées étaient touchées par des troubles mentaux. Et redit aussi par une étude nationale qui concluait en plaidant en faveur d'une réflexion sur les alternatives à l'incarcération pour les personnes ayant des troubles psychiques. Je vais peut-être m'arrêter là pour le moment et vous laisser poser les questions. Je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti. Bien, merci pour cet exposé, ces exposés liminaires. Alors bien sûr, cette commission d'enquête a 2 volets qui correspondent à une demande sociétale, démocratique très forte. Le premier volet, évidemment, c'est autant que faire se peut, en complément d'autres initiatives, faire la lumière sur ce qui s'est passé, parce que c'est une grande demande, évidemment, qui a été émise notamment par la société insulaire, mais pas simplement, par rapport à un certain nombre de faits qui sont troublants et qui ont mené cet acte. Et puis, évidemment, il y a la suite, il y a la recommandation, les politiques publiques pour l'avenir, sur un tas de secteurs et sur un tas d'éléments. Je comprends votre propos liminaire sur la question de dire qu'il ne faudrait pas que la commission d'enquête tende à sécuriser. Néanmoins, il y a le, comment dire, le canevas macro que vous avez dressé, y compris avec des chiffres, et qui, personnellement, m'agrée sur un certain nombre de problématiques qui se posent. Et puis après, il y a aussi la confrontation à la trajectoire particulière de ces 2 individus et des faits particuliers et un enchaînement de choses qui sont particuliers et qui, quelquefois, ne rebondissent pas sur ce que vous dites de manière macro. Bon. En l'occurrence, vous venez de faire état de la question psychique. Nous avons reçu, la semaine dernière, la chef de pôle psychiatrique d'Arles. Nous avons aussi un certain nombre d'échanges avec d'autres acteurs du renseignement, mais de l'administration pénitentiaire, de ce que pouvait être, ou perçu, comme perçu, l'état psychique ou comportemental de Franck Alongabé. Bon, je m'en tiendrai à la femme de l'art, c'est-à-dire la chef du pôle psychiatrique, qui évidemment a parlé aussi d'un problème de moyens, un problème de besoins, un problème de prise en compte de la santé mentale en prison. Donc on est allé plus loin que le cas particulier, mais sur le cas particulier, a dit clairement que son état ne nécessitait pas, s'il avait été suffisamment troublé pour ne pas être allé en care, parce que c'était ce que disaient un certain nombre d'acteurs, qu'il pouvait déstabiliser, que ces troubles psychiques étaient tels qu'ils pouvaient déstabiliser une séance de care, sa place n'était en tout cas pas en détention ordinaire, elle aurait été en hospitalisation. Autrement dit, elle nous a dit clairement que son état ne nécessitait pas un non-transfert en care, il n'était pas dans un état psychique, puisqu'elle parlait de troubles psychotiques, tels qu'évoqués par d'autres et importants, qui faisaient qu'il n'avait pas à ne pas être transféré en care. Donc elle nous a donné un avis médical qui, pour le coup, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que le rapporteur entendait la même chose que moi, était très clair là-dessus. Donc, autrement dit, pour nous, sur cette histoire particulière, on a beaucoup grossi quand ça intéressait certains acteurs de se défendre la question psychique pour justifier le non-transfert en care, mais quand on la remet dans le contexte d'une analyse médicale, les choses sont différentes, même si d'autres parlent de schizophrénie, qui est un trouble psychotique identifiable, d'accord, mais qui, selon ses dires à la chef de pôle, ne nécessitait pas, je dirais, une hospitalisation à ce stade, parce que sinon il n'avait rien à faire ni en care, ni en détention ordinaire, sa place était dans l'hospitalisation ou en isolement, le temps d'une hospitalisation, c'est son propos. Bon. C'est juste pour situer la trajectoire particulière par rapport à la problématique de la santé mentale qui est un vrai sujet. Donc moi, je voudrais simplement que vous reveniez sur le focus du contentieux qui, pour le coup, là, je reste sur la partie passée. Et évidemment, je sais que vous avez 9 questions. Je laisserai le rapporteur, comme il a indiqué, parler des questions qu'il doit vous poser sur les 9 questions qui ont été transmises par ailleurs. Sur la question parce que c'est un sujet, évidemment, sur le passé de la gestion des détenus DPS insulaires liés au commando Érignac, parce que c'est aussi une situation particulière. Nous avons aussi à dénouer les fils d'un diagnostic et d'un état des lieux de ce qui a pu avoir lieu, et que s'ils avaient été traités autrement, par un transfert, même en l'état de leur statut DPS à la centre de détention de Borg aménagé, et ou avec un levé de statut DPS, si on avait peut-être été moins discrétionnaire, peut-être qu'on ne serait pas arrivé là, évidemment, c'est donc le regard sur le passé. Donc je voudrais que vous me reveniez justement sur le contentieux que j'ai évoqué tout à l'heure,
puisque c'est un sujet important pour nous, pour arriver à une conclusion définitive, tout simplement parce qu'on a des acteurs de garde des Sceaux à l'administration pénitentiaire qui disent en gros, on ne pouvait pas, par exemple, lever le statut DPS parce qu'ils étaient en peine de sûreté. Or, quand on regarde les instructions sur DPS, ce n'est pas un critère de maintien de DPS, la peine de sûreté. On ne pouvait pas transférer ces individus en centre de détention à Borgo, même s'il y avait eu des travaux, parce qu'il fallait qu'ils aillent en centrale. Or, l'instruction dit on privilégie centrale, mais non exclusif de la capacité à pouvoir décider de les transférer. Bon, je voudrais simplement qu'on arrive à conclure cette histoire, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, on sorte de l'ambiguïté pour qu'on ait un cheminement pratique. C'est pour ça que ce contentieux est important pour solder cette histoire-là de ce qui a été fait et qui aurait pu être fait autrement. Voilà, c'est un petit peu ma première question. Alors, le contentieux, si je comprends bien, c'est le contentieux du Conseil d'État sur la circulaire de 2012 notamment. D'accord. Alors, effectivement, l'Observatoire international des prisons, à l'époque, avait initié ce contentieux pour critiquer différents points de cette circulaire. Et le Conseil d'État nous a donné raison sur plusieurs points. Et notamment sur le caractère systématique des mesures qui pouvaient être appliquées aux personnes inscrites au répertoire des détenus particulièrement signalés. C'est, je crois, aussi un des sujets auxquels vous vous intéressez, puisque c'était la question du classement, de la possibilité d'avoir accès à un travail en détention. Et le Conseil d'État a effectivement annulé cette impossibilité de principe qui a été fixée par la circulaire. C'est une position que soutient l'OIP depuis le début. Le répertoire des personnes, des détenus particulièrement signalés, il est tout de même assez ancien. C'est un répertoire qui, dans son principe, a été créé en 1967 pour assurer la prise en charge et la surveillance des personnes appartenant au grand banditisme et qui a fait l'objet, dans les dernières années, de plusieurs notes, circulaires, instructions ministérielles, 2007, 2012, 2022, et qui, au fil du temps, s'est durci, aussi bien dans le périmètre d'application, et la note de l'instruction ministérielle de janvier 2022 durcit à plusieurs égards, d'abord en étendant donc le périmètre et en permettant l'inscription et le maintien de personnes détenues qui auraient participé à des événements violents de grande ampleur en détention, mais durcit également dans les possibilités d'être radiés, notamment radiés d'office du répertoire. En 2012, la circulaire prévoyait qu'une personne DPS qui bénéficiait d'une permission de sortir était radiée d'office si elle réintégrait l'établissement à l'issue de sa permission de sortir. Unilatéralement, l'administration pénitentiaire, le ministre de la Justice, sont revenus sur cette possibilité de radiation d'office, ce qui est un point évidemment critiquable, parce qu'on sait que pour des personnes qui ont effectivement appartenu à certains réseaux délinquants ou criminels, cette possibilité de radiation par la permission de sortir était en réalité l'unique moyen de sortir de ce registre, parce que les critères sont de deux ordres, des ordres judiciaires et des ordres pénitentiaires, et qu'a priori, tant que la personne est incarcérée, l'ordre judiciaire, enfin le critère de nature judiciaire, n'a pas vocation à évoluer, et donc on crée d'emblée une inscription infinie. Et c'est aussi un point qu'on critique sur ce registre, c'est que aucun texte, qu'il s'agisse d'un texte réglementaire ou de l'instruction ministérielle, ne prévoit de limitation de la durée de l'inscription au répertoire DPS. On a un examen annuel avec une réévaluation, alors qui vaut ce qui vaut, à partir du moment où les critères sont tels qu'ils sont, mais on pense qu'un encadrement plus strict serait plus opportun, d'autant plus que quand on voit la manière dont ce contentieux peut être traité par les juridictions administratives, on est face à des recours parfaitement ineffectifs, puisque les décisions sont annuelles. Le délai de traitement fait qu'on a systématiquement des décisions qui interviennent à rebours et qui sont sans effet concret sur la situation des personnes détenues. Une des pistes pourrait par exemple être d'envisager une présomption d'urgence lorsqu'une personne décide de contester son inscription ou son maintien au répertoire DPS, dans le cadre d'un référé suspension qui accompagnerait un recours en
annulation, une présomption d'urgence telle qu'on le voit pour la procédure d'isolement, et qui pourrait être parfaitement justifiée par la nature et par les effets de cette inscription au répertoire DPS, parce que au-delà effectivement des conditions, etc., c'est un régime qui doit être discuté sur ce qu'il implique pour le quotidien des personnes détenues et de leurs proches. On insiste dessus parce que les personnes détenues, on sait, subissent des fouilles dérogatoires, une rotation régulière de cellules, parfois d'établissements, font l'objet d'une inscription systématique sur la liste des personnes faisant l'objet d'une surveillance renforcée qui implique éventuellement des réveils nocturnes toutes les 2 heures. Ça a des conséquences assez importantes sur le quotidien en détention. Et pour leurs proches, ça a aussi des conséquences. En ce qui concerne d'abord le lieu d'affectation de l'établissement, et c'est un des sujets évidemment qui est revenu à plusieurs reprises dans le cas qui vous occupe, mais également les correspondances qui sont plus strictement surveillées, contrôlées, les mesures de surveillance à l'entrée de l'établissement pour les proches qui sont aussi renforcées et qui peuvent parfois décourager des membres de la famille, des amis, de venir rendre visite à des personnes qui, compte tenu des critères qui sont retenus ici, purgent souvent des peines extrêmement longues de plusieurs années. Et donc tout ça crée finalement les conditions d'un isolement renforcé, d'une exclusion et d'une distorsion des liens familiaux qui viennent faire échec aux perspectives de réinsertion. Donc voilà la position que l'OIP a sur ce point. C'est une position qui est confortée par plusieurs organes européens, et notamment le comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe, qui rappelle qu'il est nécessaire qu'il y ait un examen individuel et qu'on ne peut pas appliquer des mesures systématiques lorsqu'on inscrit une personne à tel ou tel registre, ce que ne prévoit pas aujourd'hui le répertoire DPS, et donc ce qu'on critique. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Parmi les questions que je vous ai posées, il y en a une qui concerne les éléments de comparaison entre notre monde pénitentiaire français et le reste des pays que vous connaissez, puisque vous êtes dans un organisme international. Donc moi, j'aimerais bien savoir si vous avez des éléments par rapport aux agressions mortelles. Où se classe la France aujourd'hui? Est-ce que c'est... Alors vous avez tout à l'heure donné déjà un élément chiffré, hein, c'est-à-dire 14 agressions mortelles depuis 2018, si mes souvenirs sont exacts, ce qui est déjà beaucoup, et 8 homicides en 2022, c'est ça? En fait, sur les 14 depuis 2018, il y en a 8, donc plus de la moitié qui ont eu lieu en 2022. Voilà, donc bon, ça c'est la première question, voilà, c'est un élément de comparaison, parce que comme nous le disions tout à l'heure, bon, on est là également pour être en capacité de pouvoir rendre des préconisations sur l'amélioration de notre système carcéral, et donc le fait de rendre le plus difficilement possible les événements qui se sont produits le 2 mars à la maison centrale d'Arles. Après, je voudrais vous poser une autre question qui est aussi dans le questionnaire, il n'y a pas de piège. C'était, je ne sais pas si vous avez pris connaissance du rapport de l'inspection générale de la justice. Et j'aimerais bien savoir ce que ça vous inspire, tout simplement, par rapport à ce que cette inspection a pu dire sur la gestion de cette maison centrale. Merci. Alors, je vais commencer par répondre assez rapidement à la première question, parce que comme notre nom l'indique très mal, nous ne sommes que la section française de l'Observatoire international, et d'ailleurs, il n'y a plus d'entité internationale à ce jour. Donc, on n'a pas d'éléments comparatifs. Ceci dit, même si nous, ce n'est pas le cœur de notre travail, on n'a pas eu écho d'études européennes ou internationales qui feraient une comparaison ou qui mettraient en exergue le nombre d'homicides dans différents pays. Après, il y avait une question aussi qui concernait plutôt les facteurs de ces violences et de ces homicides. Là, en tout cas, dans les facteurs qu'on peut pointer en France, et notamment la question de la surpopulation carcérale, on voit une véritable différence, en tout cas dans les pays du Conseil de l'Europe, où on est sur une trajectoire qui est à l'opposé de la trajectoire des autres pays en termes de nombre de personnes incarcérées.
Et puis peut-être une approche aussi où ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, mais où finalement la sécurité reste toujours l'objectif principal au détriment de la réinsertion, alors que d'autres pays européens vont peut-être davantage mettre en œuvre la question de la réinsertion, la question de l'accompagnement avec des moyens humains qui sont bien plus importants que ceux qu'on connaît en France. En ce qui concerne le rapport de l'inspection générale de la justice, alors il formule un certain nombre de recommandations que j'étais en train de reprendre là, à des niveaux très différents. Avant les recommandations, ce qu'on retient du rapport, c'est qu'il rappelle quand même cette nécessité d'avoir systématiquement une approche individualisée des parcours de détention et de ne pas fixer de régime strict qui entraînerait une application systématique de certaines règles, de certaines modalités de contrôle ou de surveillance, parce que la personne est étiquetée de telle manière d'un point de vue administratif ou relève de telle nature d'infraction. C'est un premier point qui est important. On relève également que la question de l'accès au travail, de l'accès aux activités fait également l'objet d'une validation par l'inspection générale de la justice et je pense que c'est extrêmement important de garder ça en tête. Alors on insiste beaucoup dessus depuis le début de l'audition, mais la prison c'est un temps qui vient ponctuer une vie qui a un avant la détention et qui aura nécessairement un après, y compris pour les personnes condamnées à des peines de réclusion criminelle à perpétuité, y compris lorsqu'il y a des périodes de sûreté extrêmement longues. La perspective est toujours de se projeter vers l'après, et la prison, si elle a pour objectif et pour objet de neutraliser d'une certaine manière les individus en les fixant en certains points du pays sous la garde et sous la surveillance de personnel pénitentiaire, elle a aussi pour mission de préparer l'après et de faire en sorte que les personnes sont placées dans de bonnes conditions pour mener ce qu'un ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, qualifiait de vie responsable. La vie responsable, c'était pour lui la possibilité donnée à chacun d'entre nous de décider soi-même des orientations qu'on entend donner à sa vie et des modalités à mettre en œuvre pour y parvenir. C'est comme ça qu'il définissait la réinsertion et je pense que c'est la définition la plus juste et la plus ambitieuse également. En ce qui concerne les recommandations de l'inspection générale de la justice, une observation sur une des recommandations qui était à l'attention, c'est la recommandation numéro 8 à l'attention du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de l'administration pénitentiaire, tendant à rappeler aux autorités judiciaires et aux services déconcentrés que le comportement difficile d'une personne détenue ne fait pas obstacle à son affectation dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, après que sa personnalité et son comportement ont été évalués conformément, blablabla. Je crois qu'il y a un sujet ici sur une tentation qu'on pourrait avoir d'aligner les objectifs et les perspectives des différents intervenants dans l'exécution de la peine. Et ça rejoint mon propos précédent. Les objectifs de l'administration pénitentiaire et les objectifs de l'institution judiciaire peuvent diverger à certains temps de l'exécution des peines. Et je pense que c'est heureux que l'administration pénitentiaire, elle est extrêmement préoccupée par des questions d'ordre et de sécurité, mais que l'institution judiciaire est là pour veiller à l'exécution de la peine. Et l'exécution de la peine, elle prévoit aussi les modalités de sortie, et que de faire tendre à un alignement permanent de l'institution judiciaire sur l'institution pénitentiaire empêcherait en réalité cette pluralité de regards qui pourtant est essentielle. Alors ici, dans ce dossier, en tout cas dans le dossier qui est à l'origine de la création de cette commission d'enquête, il y a une divergence très nette entre les positions des magistrats et les positions de l'administration pénitentiaire qui a pu donner lieu à de nombreuses discussions. Je ne veux pas dire que l'un ou l'autre de ces regards, ou de l'une ou l'autre de ces positions doit l'emporter, mais je ne crois pas qu'il faille lier
dans un sens ou dans un autre ces deux positions pour en déduire un certain nombre de conclusions et imposer la mise en œuvre de régimes et de conditions de détention particulières. Cette liberté de regard et cette singularité de chacun des acteurs est à mon sens à préserver, et c'est extrêmement important d'y faire attention. Je me tourne à notre collègue, s'il a des questions. Monsieur Olive, non? Pas de questions? À ce stade, moi, je n'ai plus de questions, donc l'exposé était clair, ils alimenteront nos travaux. On vous remercie d'avoir contribué à ces travaux qui déboucheront au mois de mai. Voilà. Et je pense qu'on peut mettre un terme à cette audition. Merci beaucoup.